la ville la plus pauvre de France, donc en corrélation, le niveau de délinquance c'est le plus élevé aussi. Je suis le seul qui n'a pas fait de prison. Et là, tu commences à te rendre compte que je suis pas comme les autres en fait. C'est-à-dire, en vrai, non, la France, il y a tellement de choses, mais c'est juste que les gens, ils n'utilisent pas, tu vois. Changer sa vie, c'est bien. Mais aider les autres à changer la leur, en vrai, c'est encore mieux. Ouais. Parce que tu vois, l'argent, tu t'y habitues. Il y a deux solutions. Soit tu trouves une solution, soit tu pleures. Première promo, boum. 1400 € en 24 heures. Avec une influenceuse qui s'appelle... Vraiment, son nom, je m'en rappellerai toute ma vie. Vraiment, c'est... Pour moi, maintenant, avec tous les business en ligne, tu peux plus remettre ta faute sur la société. Je regarde mon ex. Il y a quoi maintenant? Salut à tous, bienvenue sur le podcast La Quête. L'objectif de ce podcast, c'est d'inviter des entrepreneurs inspirants qui ont réussi notamment via le business en ligne, partager un maximum de valeur pour qu'ils puissent expliquer notamment leur histoire, quel est le déclic qui leur a permis d'avoir vraiment tous ces résultats-là et qu'on puisse partager différents points de vue, que ce soit au niveau du mindset ou au niveau du business de manière générale. Donc pour aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter donc Marcus. Hey. Ça va quoi, frérot? Enchanté, les gars. Ouais, ça va bien. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, merci. Hein. C'est un honneur pour moi de rencontrer ton énorme communauté. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, ouais, l'idée de t'avoir invité, c'est vraiment qu'on puisse aller en profondeur, déjà sur ton histoire, sur ce qui t'a permis d'arriver là, et aussi savoir aussi tes opinions sur les business de manière globale et même l'actualité, pour qu'on puisse en discuter, pas toujours être en mode dropshipping, Ouais, Shopify. C'est vrai. Et voilà, parler un petit peu de tout. Bah, franchement, ça me fait plaisir, hein, parce que même moi, c'est ce que aussi j'essaye de faire sur ma chaîne, c'est vraiment essayer de diversifier un peu, parce qu'en vrai, dropshipping, mais on ne fait pas que ça. Bah oui. Je pense que tu as des hobbies, tu as des choses, C'est et c'est bien aussi de partager ça en vrai. Complètement. Donc, première question, est-ce que tu pourrais dire un petit peu d'où tu viens, t'es né où exactement, si tu peux un peu... Bah, en gros, moi c'est Marcus, je suis né à Roubaix, dans le 59. Petite anecdote, à l'époque, Roubaix c'était la ville la plus pauvre de France. Et moi, ça fait déjà depuis 2018 que je fais du business en ligne. Ça veut dire en vrai, je suis tombé un peu dans le business en ligne par hasard. Je vais vraiment faire un grand résumé, tu vois, à partir du moment où je me suis lancé dans le business en ligne. Mais ouais, je me suis lancé dans le business en ligne par hasard. En vrai, c'était en 2018. À l'époque, j'étais en master marketing, grande consommation et développement commercial, option digital marketing en école de commerce. Et à l'époque, je ne trouvais pas d'alternance. Je ne trouvais pas d'alternance. J'étais le seul de ma promo à ne pas avoir d'alternance. Du coup, on se demande pourquoi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On va rien dire. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je commençais à faire un blocage. Je commençais limite à faire un blocage et à avoir des complexes par rapport à moi, à ma personne. Du coup, j'ai commencé à me dire, si ça fait plus d'1 an et demi que tu cherches une alternance, si tu ne trouves pas du travail en physique, essaie de trouver un truc en ligne où on n'aura pas besoin de voir ta tête. Tu captes? Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir mes premiers déclics, où j'ai commencé à taper comment faire de l'argent en ligne, comment faire de l'argent en restant chez soi. Tu vois, je tapais des trucs parce que ça commençait à m'énerver, le fait de ne pas trouver d'alternance, de ne pas avoir d'argent. Du coup, je trouvais des solutions pour faire de l'argent de chez moi. Et c'est là où, justement, je suis tombé sur plusieurs business en ligne. Et comme je disais souvent, en 2018, ce n'était pas comme maintenant où là, des business en ligne, on t'en propose 100 000. Partout. Tu peux devenir copywriter, monteur, faire du ménage, tu vois. Tous les jours, il y a des nouveaux business. Nous, à l'époque, il y avait 3 business. Et la crypto, le dropshipping et le SMMA. C'était les 3 business vraiment où des infopreneurs français, le peu qu'il y en avait, qui promotionnaient. Du coup, moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes avec mon chômage. Et j'ai eu mon rappel parce qu'en gros, quand tu es étudiant, tu ne peux pas avoir de chômage. Donc bref, j'ai dû dire à Pôle emploi que j'étais plus étudiant alors que j'étais encore étudiant. Putain, je suis désolé, mais j'ai fait ça, Et bref, pendant quelques mois, ils m'avaient enlevé le chômage. Bref, j'ai réussi à magouiller pour avoir mon chômage. J'ai eu 4 mois de chômage d'un coup. Du coup, en juillet 2018, je me retrouve avec 3 600 €. Quand mon chômage, c'était 900 €, j'ai eu 4 mois d'un coup. Du coup, parfait. Je me retrouve avec un budget de 3 600 € pour me lancer en ligne. Du coup, je t'ai dit, il y avait 3 business. Donc, j'ai pris le premier, c'était la crypto-monnaie. J'ai 3 600 €, je me dis, allez, je vois des gens qui sont devenus millionnaires grâce à la crypto-monnaie, etc. Moi, comme d'hab, je suis vraiment quelqu'un comme ça, je mets all-in. Sans réfléchir, je mets all-in, je me mets 3 600 dessus. Je me dis, si la crypto, elle fait du x 1000,
ça fait 3 600 000. Ouais. Ça veut dire, moi, dans ma tête, j'ai fait des calculs bêtes. Mais je me suis dit, sur un malentendu, là, je peux devenir millionnaire avant la fin d'année. Ouais. Tu captes? Ouais. Mais comme les choses ne sont pas passées comme prévu, la crypto, elle perd 50% de sa valeur. Ah ouais. Ça veut dire, j'avais pas compris, c'est qu'en vrai de vrai, l'argent, c'est pareil. Si tu peux gagner autant, tu peux perdre autant. C'est ça. Les risques et les gains, en général, ils se valent. Si tu as une chance de gagner x100, dis-toi aussi que tu as une chance de perdre 100%. Et ça, je ne le voyais pas. Donc bref, j'ai perdu 50%. Là, dans ma tête, je me dis, putain, tu as attendu ton rappel du chômage et là, en 24-48 heures, tu as tué la moitié. Je me dis, putain, t'es vraiment une merde. mais c'est pas grave. C'est comme ça que je suis, on va trouver une autre solution. Du coup, je me dis, vas-y, on va passer au deuxième business. Et là, il me faut un business où l'histoire ne dépend pas d'un cours. C'est moi qui suis responsable de mes résultats. Parce qu'en gros, la crypto, c'était pas ma faute en vrai. Ouais. Tu peux pas décider si demain Ethereum va monter ou descendre. Il n'y a aucun facteur sur ça. Du coup, moi, je me suis dit quoi? Là, il faut que je trouve un business qui repose uniquement sur mes compétences à moi. Okay. Et là, je tombe sur le dropshipping. Okay. Donc là, à l'époque, c'était pas les mêmes youtubeurs que maintenant. Ouais. Il y avait Yomi, il y avait Lucas Biver, il y avait... Comment il s'appelle? Avec sa grosse tête, là. Léo Guillot. Ouais. Il y avait Léo Guillot. Lui, il est où maintenant? Je sais même pas. Hein. Je sais pas du tout. Je crois qu'il a fait beaucoup d'argent. Il est venu tôt, il a pris, il est parti avec son sac à dos rempli d'argent. Et du coup, j'ai vu toutes ces personnes-là qui étaient là. Yomi, il venait déjà de faire sa vidéo. Je viens d'acheter ma première Rolex. Tout ça, boum. Je voyais, ça date, tu vois, c'était 2018. Ça veut dire, j'écoute leurs vidéos, je me mets comme ça, je les regarde tous. Et en vrai, je me dis, il n'y en a aucun qui a l'air plus intelligent que moi là, parmi ces gens-là. C'est pas une insulte, hein, mais en gros, je trouvais que même dans leur élocution, dans leur manière de parler, en plus, ils avaient l'air un peu plus jeunes et tout. Je me disais, si c'est vraiment aussi simple que ce qu'il est en train de dire là, je vais faire vraiment beaucoup d'argent. Ouais. Mais j'en avais pas la certitude. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé. Du coup, à l'époque, Shopify, c'était pas comme maintenant où c'est gratuit. C'est $1. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez le lien de Jonathan, j'avoue, les gars, il y a besoin. Hein. On ne sait jamais. Hein. Mais à l'époque, en gros, Shopify, c'était gratuit pendant 14 jours. Et après, tu es prélevé au bout des 14 jours. Ouais. Donc là, j'avais déjà perdu 1800. Je faisais attention à mon argent. Ouais. Donc là, je me suis dit, je te laisse 14 jours. Si dans les 14 jours, tu n'as pas fait de vente, tu ne te fais même pas de prélever. Ouais. Tu t'enlèves, tu supprimes l'abonnement, c'est réglé. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais mon premier shop. Je me pose la question de quel produit je peux vendre. Je regarde mon ex. Je regarde mon ex, boum, je me dis OK, je vais vendre des perruques. Ouais. Donc, je fais mon premier site, tout ça. Et je me dis quoi de mieux que prendre une influenceuse afro pour un site de perruques. Du coup, je prends une influ qui s'appelle Nao Babe. Okay. À l'époque, c'était l'une des plus gros influx. Elle avait déjà 180 000 sur Insta. Ouais. Et c'est à ce moment-là que première promo, boum, 1400 € en 24 heures. Incroyable. Ça veut dire en gros, après 12 jours, je fais ma première promo, boum. Je dis finalement, je vais rester sur Shopify. Je dis OK. Ouais. Donc ces mecs-là sur YouTube, ils n'avaient pas menti. Le business, ils cartonnent, c'est réel, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme moi, à chaque fois que j'ai tout, ma chance arrive toujours avec un truc à côté. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une des clientes qui avait fait un doublon sur les commandes. Okay. Ouais. Et en fait, au lieu d'envoyer un email, elle a directement appelé la banque et fait opposition. Ah ouais, ça c'est terrible. Et quand tu viens de créer un Stripe, ça ne pardonne pas. Parce qu'il y a un pourcentage de litige à respecter. Stripe, il ne pose pas de questions, il rembourse tous les clients. Non, ça c'est terrible. Ça veut dire, je viens de faire 1400 €. Les coûts produits, ça me coûtait à peu près 800 €. Donc, j'ai avancé 800 € de ma poche. Donc, t'imagines, genre, l'enveloppe totale, c'était 1800 €. Okay. J'ai payé l'influx 400. Il me reste 1400. J'ai avancé 800 € de ma poche de coûts produits. Donc, il me reste plus que 600. Et Stripe, il rembourse tous mes clients. Ouais, donc zéro. Donc, boum, je touche rien de Stripe. Donc là, je dis, putain, t'avais 3600. T'as niqué 3000 €. Bah ouais, au final. J'étais désespéré. Mais il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, là, c'est différent cette fois-ci. T'as gagné de l'argent. Juste, c'est Stripe qui t'a saboté. Donc maintenant, trouve une manière de ne plus te faire bloquer sur Stripe et le business fonctionne en vrai. C'est ça. Donc moi, j'avais ma preuve que le business fonctionne. Maintenant, par un problème de logistique, j'ai eu un problème. Donc, c'est là où déjà tu vois la différence parce que certaines personnes, ils auraient dit,
ah, je me suis fait arnaquer par Stripe, le business ne marche fini. pas, c'est fini, j'arrête. Non, 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 non. Moi, j'ai vu le positif. Je me suis dit, tu avais quand même fait de l'argent, c'est pas grave. Donc, j'ai continué ce shop-là. Et après, la suite a commencé à être rapide. C'est à ce moment-là où novembre, là, c'était en juillet 2018. Donc, j'ai fait 2 000 € en tout dans le mois. 2 000 €, ok. Novembre, j'étais déjà à mon premier 10 000 €. Et après, décembre, j'avais déjà fait des 100 000 €. Incroyable. Donc, ça a vraiment été vite. Et genre, symboliquement, le jour de mon anniversaire, le 27 mars, j'avais fait une promo où j'avais fait 100 000 en 24 heures. Ah ouais, incroyable. 100 000 en 24 heures. Ça veut dire, t'imagines, genre, je suis passé de... En un an, je suis passé de tout à rien. Ouais. Genre, ça m'a pris moins d'un an. Et c'est comme ça que ça a fait, où j'ai fait. Ok. Et après, c'est quoi la suite Comment tu as voulu faire quoi? Tu es parti sur quel marché? Là, c'était juste marché français Ok. Ouais, c'était juste... Ouais, à ce moment-là, j'étais encore uniquement marché français. Ok, uniquement marché français. Ok. Et en fait, honnêtement, pour être transparent avec toi, la personne que je suis actuellement, c'était un plan que j'avais dès 2018. Ok. Quand je suis arrivé dans le business, je voyais des gens qui étaient sur YouTube. Et tu vois, j'avais vu une phrase sur Internet qui disait « Fais ce qu'ils font, ne fais pas ce qu'ils disent ». Ouais. Tu captes? Ça veut dire, moi, déjà, je les voyais sur Internet. Je disais, bon, il a un autre business. Peut-être qu'il fait vraiment du e-commerce, mais il y a un autre business aussi. Ça veut dire, dans ma tête, je savais déjà que j'allais faire de l'argent. Et après, mon expertise, j'allais la prendre à d'autres personnes. Okay. Donc, du coup, ça, c'était déjà une idée de ma tête. Et à l'époque, il y avait AdSpy qui marchait bien. Ouais. Et du coup, moi, je me disais quoi? Parce que j'ai toujours un peu kiffé les SaaS, les logiciels. Genre, vraiment, j'ai toujours adoré ça. Et donc, je voyais une app comme AdSpy et je disais, putain, il n'y a pas ça en France. Et genre, je m'en rappelle, en 2019, 2018, j'avais déjà envoyé un message à Yomi en disant, putain, avec ton audience, ça serait bien qu'on puisse faire un SaaS et tout, etc. Finalement, ça ne s'était pas fait. Mais dès le début, en fait, j'avais cette vision que je vais faire des chiffres. Ces chiffres-là vont me permettre de devenir libre financièrement, avoir une crédibilité. Parce que si tu ne fais pas d'argent, personne ne t'écoute. Bah, c'est ça. Donc, ça va me permettre d'avoir une crédibilité. Avec cette crédibilité, je vais construire une audience. Et je pourrais vendre des formations et avoir des SaaS. Ouais. C'était mon plan que j'avais écrit sur ma feuille en 2018. Dès 2018? Dès 2018, j'avais un plan que j'ai respecté jusqu'aujourd'hui en 2000. Bon, entre-temps, parfois, je me suis perdu. Mais c'est pour ça que des fois, je trouve que c'est beau et c'est pour ça que je dis aux gens que c'est important d'avoir un plan. Parce que moi, le plan que j'ai écrit en 2018, tout ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Et j'ai tout mis en place étape par étape. Et donc, si on revient au marché inexploité, en vrai, moi, ce qui a fait ma mini notoriété au début d'Androp, c'était les marchés inexploités. C'était en gros, il y avait des premières polémiques en septembre 2018 avec Emma K-Cup. Tu vois, je m'en rappelle, elle avait fait une grosse promo qui avait cartonné. Et en gros, dans la vidéo, on entendait schling, schling, schling. Ça veut dire les gens, ils ont dit, mais c'est la sonnerie de Shopify. C'est pas un placement, là, c'est son site. Tu vois, boum, les gens, ils ont remonté qu'en fait, Emma, c'était pas du made in Suisse, c'était du dropshipping. Donc, boum, première polémique sur le dropshipping. Du coup, à l'époque, Shona Event, quand tu voulais prendre une promo, ils avaient un service juridique qui te disait que si tu as les mêmes photos qu'AliExpress, on n'accepte pas ton site. Donc, il fallait que tu refasses un shooting photo toi-même. Moi, je me disais, vas-y, je viens de commencer le business, je ne vais pas aller dans un studio, faire un shooting photo avec un produit que je ne suis même pas sûr qui va marcher. Mais je ne savais pas qu'en vrai, avec juste un montage photo sur Canva, tu pouvais le faire. Moi, je ne savais pas tout ça. Je n'avais pas pris la formation de Yomi, j'apprenais tout sur le tas. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, OK, ils ne veulent pas de moi en France. La France, ce n'est pas la première puissance mondiale. Non, pas du tout. Si ça marche en France, ça marchera en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Je fais un placement de produit avec une influenceuse qui s'appelle Paola Gonu. Vraiment, son nom, je m'en rappellerai toute ma vie. Vraiment, c'est elle vraiment qui m'a ouvert les portes du paradis. Vraiment, c'était incroyable. Ça veut dire, boum, première promo, je la paye 1800. On fait 27 000 €. Incroyable. 27 000 €. Et ce qui est marrant, c'est qu'en vrai, j'avais fait un site qui cartonnait déjà en France. Et en gros, je me suis dit, ce qui marche en France, je copie, je colle, je fais à l'étranger. Mais comment tu as pensé à ça, vu qu'il n'y avait personne à ce moment-là qui faisait ça? Franchement, ça a toujours été mon mindset de l'époque. C'est vraiment, je ne suis pas trop un suiveur. Et en gros, j'avais vu aussi une vidéo de Tai Lopez qui disait, il y a deux manières d'innover. Soit tu innoves en ramenant un nouveau produit, soit tu innoves par la destination. Donc, soit tu prends ce qui se fait et tu le fais ailleurs. Ça veut dire, moi, je me suis dit, OK,
je vais pas innover par le produit, je vais faire le plus simple, je vais innover par la destination. Ok. Du coup, je suis parti sur une destination que personne ne faisait. Donc à ce moment-là, boum, Espagne, 1008, on fait 27 000 euros. C'est incroyable. Et là, j'ai mon meilleur ami avec qui j'étais H24, qui s'appelle Loïc, qui lui à ce moment-là me dit, mais gars, si ça marche en Espagne, là, t'es chaud, on duplique ton shop, on le fait en Italie. Je dis, vas-y, deal. On se check, on part sur du 50-50. Il gère l'Italie, moi je gère l'Espagne. Donc à ce moment-là, c'est là où c'était un four. Moi, je prends 3 promos en Espagne, 30 000 euros par promo. Lui, il gère l'Italie. Ça veut dire on faisait des semaines à 150 000, 150 000 euros, fastoche. Et c'est là où je prenais mes screenshots et j'ai commencé à mettre sur Insta. J'ai commencé à mettre sur Insta. Vers quand ça C'était, je me rappelle, c'est là où j'ai vraiment commencé à construire une communauté. À partir de avril 2019. Avril 2019, ok. Avril 2019, je commençais à mettre mes images sur Insta, mes screenshots sur Insta et j'ai commencé à bien gérer mon groupe Facebook. Parce que dès le début, j'avais un groupe Facebook, King of Shopify, où je donnais des tips. En fait, j'ai toujours eu, même si je ne faisais pas énormément d'argent, j'ai toujours eu ce truc où je voulais partager mon expérience avec les gens. En mode, c'est naturel. C'était naturel et honnêtement, moi, je suis une personne un peu où toute ma vie, j'ai dû me débrouiller seul. Et du coup, je me dis que c'était pas juste et j'aurais aimé que d'autres personnes m'aident. Du coup, moi, je me dis, bah, je suis un peu cette personne-là pour certaines personnes. Tu captes ? Ça veut dire, dès le début, malgré le fait que je faisais pas énormément d'argent, j'ai tout de suite eu la démarche de faire un groupe Facebook. Donc, j'avais mon premier groupe Facebook, King of Shopify. On avait 20 000 personnes dessus à l'époque. Et bref, j'ai commencé à mettre mes screenshots. Et là, boum, ça a pris. Et puis à ce moment-là, après, les gens ils me disaient, mais comment tu trouves des influenceurs à l'étranger? Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah attends, je vais vendre une liste d'influenceurs. Donc, j'ai dit, yo les gars, tous les gens qui veulent ma liste d'influenceurs exclusifs sur les marchés inexploités, boum, j'ai mis une liste à 300 € avec Sarah. On a mis une liste à vendre à 300 €. Tellement que j'avais créé une hype à l'époque sur Insta et tout. Parce que j'étais solo. Ouais, frérot, j'étais solo à faire ce que je faisais. J'étais vraiment... Et c'est toujours la démarche que j'ai voulu faire, c'est si tu copies les autres, tu vas prendre des miettes. Si tu veux prendre le maximum de part du gâteau, tu dois prendre un nouveau gâteau. C'est ça. Tu captes? Ça veut dire, à ce moment-là, on crée vraiment un concept, une hype. La liste d'influenceurs, on fait 30 000 € en 4 minutes. Incroyable. Elle est partie comme ça. Genre, les gens, ils ont sauté dessus. Et c'était pas tant que ça. C'était... c'est 100 personnes qui payent 300 €. Ah bah ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est 100 personnes. Ouais, c'est 100 personnes qui payent 300 €. Boum, c'est parti en 3-4 minutes. Et là, après, ça m'a donné l'idée de faire mon premier SaaS. D'accord. Qui s'appelait InSwipe. Ok. Où là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vendre des listes, ça va pas durer éternellement. Donc, trouve une manière, du coup, de leur prendre, excuse-moi du terme, mais de leur prendre leur argent tous les mois. En tout cas, je me suis dit, c'est pas assez, prendre 300 une fois. Donc, du coup, c'est là où on est parti sur un logiciel qui s'appelle InSwipe. Et c'est là où je me suis dit, putain. Et au fur et à mesure, je me disais, même moi, des fois, je disais, mais là, tu es en train de réaliser ton plan, tu fais même pas exprès. En fait, c'est arrivé sur le truc. C'est la vie qui fait ça. Mais pour rebondir quand même sur ce que tu dis, en fait, tout part de la base que tu voulais aider les gens, tu vois. C'est-à-dire que c'est parti de là. Et au final, il y a des business qui se sont créés. Exactement. Et je pense que ça, quand même, c'est important de le dire. Tu vois, au niveau des formations en ligne, il y a beaucoup de gens qui ont pas mal d'avis au niveau des formateurs. Mais je pense que vraiment, quelqu'un qui réussit en formation ou dans tout ce que tu as fait, c'est quelqu'un qui a un minimum d'empathie, tu vois. Et je pense qu'une vraie empathie sincère, tu vois. Après, c'est pas dire que tu es le bon samaritain de tout ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même une empathie sincère envers les gens. Et au final, ça fait aussi un business et tout le monde est gagnant, tu vois. C'est ça, c'est une empathie, c'est être altruiste, vouloir aider les gens. Et en vrai, c'est un truc où tu peux pas mentir. Ouais, sur ça, non. Les gens te voient, genre les gens te voient, les gens ressentent l'énergie. Et moi, et j'ai pas honte de dire, oui, effectivement, actuellement, je vends des formations, j'ai Copify. Oui, mais en fait, tu réponds à un problème. Donc, tu vas pas t'excuser de répondre à un problème. Tu captes? Et je parlais de ça dans un podcast, je sais plus avec qui, où je disais, à partir du moment où le client, quand il consomme ton produit, il te dit merci, tu as gagné. Parce que c'est plus un apport de valeur qui va dans un seul sens, où c'est que toi qui gagnes. Lui aussi, tu lui apprends quelque chose. Donc, c'est là où, en fait, du coup, je suis même... Genre, là, actuellement, tu es même épanoui. Parce que j'ai toujours été une personne qui adore aider les autres et ça me permet de gagner ma vie. Donc, de un, je les aide et de deux, ça m'aide. Donc, on est tous les deux, les deux gagnants. Je pense que sur la partie accomplissement, après, tout dépend, mais
c'est vrai que je pense, ouais, tu peux avoir un meilleur accomplissement sur ta partie formation, Copify, etc., que sur l'autre partie. Parce que tu vois, e-commerce, c'est très caché. Parce que déjà, on ne dit pas les boutiques, on cache un petit peu tout ce qu'on fait, on montre juste des résultats comme ça, à gauche, à droite, mais il n'y a pas réellement de proximité, tu vois. Alors que là, quand tu es là, c'est ta propre image. C'est-à-dire que ce business-là, c'est normal en vrai qui t'affecte plus. Parce que l'e-commerce, tu peux ouvrir une boutique, tu la fermes, ça n'engage à rien. Mais là, c'est toi que tu vends. C'est pas pareil. C'est exactement ça. Et puis moi, vraiment, bah, c'est là où j'ai kiffé les coachings et tout. Ouais. C'est que changer sa vie, c'est bien. Mais aider les autres à changer la leur, c'est encore, en vrai, c'est encore mieux. Ouais, parce que tu vois, l'argent, tu t'y habitues. Genre, en vrai, que tu sois à Dubaï ou chez toi, en vrai, tu es dans un lit et le soir, tu regardes Netflix. Tu captes? Ouais. Tu t'habitues avec l'argent. Mais moi, je trouve, personnellement, moi, ce qui m'épanouit, c'est le bonheur que tu ramènes aux autres. Moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est pas m'acheter des sables de luxe. C'est quand ma daronne, elle m'envoie des grands romans à me dire merci pour tout ce que tu vois. C'est ça qui a de la valeur, en vrai. Parce que l'être humain, on s'habitue. C'est ça. Genre, tu peux être dans une voiture de luxe. Une fois que tu es à l'intérieur, ça fait plus kiffer au bout de 30 jours. Tu captes, l'être humain, on s'habitue vite. Alors que je trouve, aider les gens, vu que tu aides des gens différents à chaque fois, tu t'y habitues jamais. Ouais. Tu captes, Non, mais c'est vrai. tu seras jamais saoulé d'aider les gens. Genre. Parce qu'il y a toujours des gens à aider en plus. Il y a toujours des gens à aider. Et franchement, ouais, moi, personnellement, ça m'a... Pendant un moment, dis-toi, j'ai ralenti même l'e-commerce alors que je faisais plus d'argent en e-com. Tu vois, il y a des gens qui le savent. Parce que c'est vrai, on voit ça sur YouTube. Oui, ils sont devenus riches grâce à nous. Ouais, ils aiment bien dire ça. Moi, personnellement, j'avais déjà ma Lamborghini avant d'être sur YouTube. C'est ça, ouais. Tu vois, déjà expatrié, tout ça, tu n'étais même pas sur YouTube. Exactement, tu vois. J'étais déjà à Miami avant d'être sur YouTube. Ça, en fait. D'ailleurs, dans la vidéo que j'avais fait avec Jonathan Hachi, il est venu, j'étais déjà à Miami, je vivais déjà bien. Ouais. Et ça, c'est vrai que des fois, il faut le rappeler. Il faut le dire parce que c'est vrai que les gens, en fait, eux, ils t'ont découvert sur Internet. C'est ça. Donc, eux, dans leur tête, ils se disent « Oh putain, encore un de ces connards qui veut devenir riche. Tu captes Alors que non, c'est pas le cas en vrai. Moi, j'étais déjà expat avec l'e-com. J'avais déjà pris mon Lambo avant de vendre des formations. Et j'ai bien fait exprès parce que je savais qu'on allait commencer à vendre des formats. Je me suis dit, achète-le avant parce qu'ils vont te donner mal au crâne. C'est genre, tu l'achètes un mois après avoir fait un format. C'est notre argent. C'est ça. Non. non, je l'ai pris avant. Et ouais, c'est ça. Mais ouais, par rapport à ce que tu dis, moi, c'est pareil, tu vois. Même hier, tu vois, j'étais chez un de mes élèves parce qu'il habite en face de chez moi. Et lui, il m'a connu, là, genre, quand je me suis lancé sur YouTube, là, il y a 1 an et tout. Et il me demandait un petit peu, niveau argent, c'est comment, e-com, tout ça. Je lui disais que, en fait, je me suis expatrié, j'avais pas de chaîne YouTube, tu vois. Je me suis expatrié en 2020. J'ai créé une chaîne YouTube en fin 2022. Ça veut dire que je me suis expatrié, j'étais à Londres, j'avais un loyer à 2000 balles, après je passais un loyer à 3000 balles. J'avais pas de chaîne YouTube, tu vois. Donc, c'est juste que, comme tu dis, les gens, ils te connaissent peut-être que depuis quelques mois. C'est ça. Et ils pensent que. Ouais, bah oui. C'est ça, mais après, encore une fois, de toute façon, je pense que tu es d'accord, vendre des formations, c'est même plus dur que faire du e-commerce. Ouais, bah oui. À un certain niveau. À un certain niveau, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est même plus dur. Enfin, c'est 2 métiers totalement différents. Voilà, c'est vrai, c'est d'autres problématiques totalement différentes, tu vois. Et je pense, pour moi, après, c'est ce que je pense, faire de l'e-com, tout le monde peut le faire. Vendre des formations, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a plein de facteurs qui font que, tu vois, genre, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est facile, non, vas-y, fais. C'est ça, en fait. Fais. Genre, fais ce que toi, tu fais, fais ce qu'un Yomi fait, fais ce qu'un Oussama fait. C'est pas tout le monde qui peut, c'est pas amené à tout le monde. Hein. Donc, ouais. Et donc, si on revient sur la partie e-commerce, quand tu as commencé à exploser, comment tu as changé ta vie, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais toujours à Dunkerque? Ouais. En gros, pour la petite anecdote, de base, ouais, comme je te disais, j'étais à Roubaix. Donc, déjà, j'étais à Roubaix. Et en gros, on est né à Roubaix. Et vraiment, Roubaix, vraiment, moi et mon grand frère, on était 2 grands perturbateurs. Tu captes? C'est-à-dire, ouais, bref, dès que mon grand frère il a fait sa première garde à vue, ma mère a dit, il faut qu'on déménage. Il faut qu'on aille dans une ville vraiment qui n'a un peu plus calme. Parce que vraiment, Roubaix, c'est vraiment une ville où, à une époque, le niveau de délinquance, il était le plus haut de France. Tu captes? C'est la ville la plus pauvre de France. Donc, en corrélation, le niveau de délinquance, c'est le plus élevé aussi. Les gens ont du mal à l'entendre, mais c'est comme ça. Quand tu n'as pas, tu vas chercher. C'est tout. Ça veut dire, du coup, là, on a déménagé à Dunkerque. Et c'était une ville beaucoup plus calme. Donc, c'est à ce moment-là où, ouais, comme je t'avais dit, on a parlé en privé, mais c'est à ce moment-là où j'ai eu mon déclic. Tu vois, j'ai eu mon déclic où... C'est là où j'ai vu que, en fait, on n'avait pas d'argent. Tu captes, quand tu es avec des gens de ton niveau, tu ne ressens pas que tu n'as pas d'argent. Tu ne ressens pas que tu es différent d'eux. On est tous ensemble. Arrivé à Dunkerque, là, déjà, il y a beaucoup moins d'enfants d'immigrés. Beaucoup moins.
Parce qu'à Roubaix, je te jure, quand c'était l'Aïd, on était 4. Hein. Je te jure, tu captes, on était plus que 4. Hein. C'est-à-dire, vrai, là-bas, je voyais déjà. En plus, ça m'avait choqué. En fait, c'était vraiment des trucs en tant qu'enfant qui me choquaient. Ouais. Genre là-bas, le jour de l'Aïd, il en manquait 3. Tu captes? C'était une population totalement différente. Et ça veut dire, arriver là-bas, genre, c'est là où j'ai eu un déclic. Genre, les enfants, le mercredi, ils ont tous de l'argent de poche. Ils vont au cinéma. Ils font des activités. Ouais, on va à la foire. Tu veux que j'aille faire quoi à la foire? J'ai pas d'argent, tu vois. Et je demandais d'argent à mes parents. Ils voulaient pas. À l'époque, je leur en voulais. Mais en vrai, ils avaient pas. Ouais, ils avaient pas. Ils avaient pas, tu vois. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir trouver des solutions. Donc, chercher mon argent par n'importe quel moyen possible. Ouais. En tout cas, j'ai pas toujours été quelqu'un, je suis transparent, je le dis, j'ai pas toujours été quelqu'un qui était dans les clous. Parce que quand t'as pas, tu vas chercher. Ouais. Tu captes, t'as un petit qui a besoin d'argent à 14 ans, tu peux pas encore travailler, tu peux rien faire. Moi, j'étais un perturbateur, vraiment. C'était grave, tu vois. Et ouais, c'est à ce moment-là où j'ai eu mon déclic. T'as eu ton déclic et tout. Et comme je te disais, un anniversaire de mes 15 ans, c'est là où vraiment j'ai eu l'idée, je me suis dit, en gros, je voulais faire anniversaire chez moi, mais j'avais limité un nombre de personnes. Et il y a beaucoup plus de personnes qui voulaient venir. Du coup, j'ai dit, bah, si tu veux venir, tu viens, tu payes. Tu vois, et boum, j'ai fait 200 € pour l'anniversaire de mes 15 ans. Et c'est là, ça a débloqué un truc ça a commencé à cogiter. Je me suis dit, OK, il y a de l'argent à faire. Et au fur et à mesure du temps, j'ai testé plein de trucs. Ouais, tu vois. Okay. Donc, c'est là où je te dis qu'en vrai, mon premier succès, il est arrivé à 24 ans. Mais les gens, ils ne voient pas qu'en vrai, j'ai commencé à entreprendre dès mon plus jeune âge, en vrai. Il ne faut pas regarder juste le succès. Parce qu'il y en a, ils disent, ah, mais lui, son premier shop, il a marché, il a eu de la chance. Oui, ouais, mon premier shop a marché. Mais combien de business j'ai essayé avant d'en arriver à là? C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ouais, complètement. Bah, moi, pour te dire un petit peu par rapport à mon déclic, de base, je viens aussi de banlieue, tout ça, moi, vers Paris, dans le 78. Je sais pas si t'es déjà passé. Bien sûr. Tu vois, tu connais un petit peu. Ouais, je connais bien. Et ouais, famille africaine, tout ça. Bon, je suis né en France et tout, Limoges. Après, on est venu en banlieue. Après, comme on disait, hein, quand il y a tout le monde autour de toi est pauvre, tu le ressens pas. Bien sûr. Ça veut dire que vraiment, de mes 0 à 17 ans, en vrai, je ressentais pas qu'on était pauvre. À la télé, je voyais rien de particulier. C'est pas comme aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, c'est pas comme aujourd'hui. Tous les jeunes que tu vois, il y avait rien de tout ça. Autour de chez moi, on était tous pauvres. Et limite, ça nous fait même rire, tu vois. On est en galère ensemble. Et tu vois, c'est même mieux quand tu es en galère avec des gens que tout seul. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on en rigole. Ouais, t'as toujours les mêmes vêtements. Ouais, t'as toujours ça. Ah ouais, toi aussi, la cantine, il n'y a pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je te dis, à l'ancienne, au lycée, frère, il n'y a pas de cantine. Hein. C'est-à-dire, les potes, ils te donnaient du pain, ils te ramenaient une pomme. Ça y est, tu manges ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et vas-y, c'était de la galère. Mais en vrai, t'es jeune, on en rigole, tu vois, il n'y a rien. C'est plus à partir de 17 ans, quand ça commence à chercher des alternances, quand on rentre dans les choses un peu sérieuses, que là, j'ai senti, ah ouais, là, je pense que là, on n'a pas tous les capitaux, tout ce qui est argent, les contacts et tout, il n'y a pas. C'est-à-dire, petite alternance, genre simple et tout. Je vois, il y a mes amis, tu vois, c'est facile pour eux. Et moi, je vois, ça galère. C'est-à-dire, au final, tout le monde trouve son alternance. Après, toi, t'es fiché, t'es tout seul. Oui. Et après, ça commence à faire des comptes. Ouais, Jonathan, c'est comment ton alternance? C'est comment? Tous les jours, ça te demande, tu vois. Et toi, t'es là, je dis quoi? Je sais pas. Tu m'as dit hier, je peux pas. Tu me dis encore demain, je peux pas te. Tu vois, il n'y a pas d'évolution, tu vois. Ah ouais, non, ça, c'était dur. Ouais, mais je pense que c'est là où le déclic qui vient, c'est dans la vie adulte, je pense. Ouais. Même moi, ça arrivait vraiment dans le choc que j'ai eu entre ces deux vides, entre une et l'autre. Mais le pire, c'était dans la vie adulte. Ouais. C'est ça, c'est quand tu veux arriver sur le marché du travail, quand tu veux commencer à faire des activités, même on n'en parle pas assez, mais quand tu veux sortir en boîte. Tu vois, il y a plein de trucs où, en fait, dans la vie adulte, tu te rends compte des vraies problématiques. C'est ça, tu captes, et là, tu commences à te rendre compte que, je ne suis pas comme les autres, en fait. Je n'ai pas les mêmes... Parce que quand on est petit, franchement, et sur ça, il faut le dire, le système français il est plutôt bien fait. En étant jeune, tu ne le sens pas trop. Il y a des aides, il y a des trucs. Je pense que la différence, tu le sens vraiment à partir du moment où tu as ton bac. Déjà, tu as ceux qui commencent à aller en prépa, eux qui vont dans des écoles de commerce, toi qui es obligé d'aller à la fac parce que tes parents, ils peuvent pas... Tu vois, c'est là où... Déjà, le croisement, il commence à se faire. Tu vois, la séparation, elle commence à se faire. Et
ou... Mais ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Au niveau des aides, franchement, il y a énormément d'aides. Mais en vrai, qu'on n'utilise même pas. Hein. Tu vois, moi, ma mère, elle était aide-soignante. Ouais, moi aussi. Et voilà, et ils donnaient tu sais, des tickets, comment ça s'appelle? Tickets CESU. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Et en gros, ah oui, ouais, parce que c'est en Ile-de-France, pardon. Ticket CESU, en gros, c'est ils te donnent, genre, je sais pas, genre 100 € par mois ou je sais pas combien. Et genre, tu peux par exemple prendre des cours perso, tu peux payer et prendre des cours perso avec ça, tu vois. Et ça, il y a personne qui l'utilise. Alors que c'est des trucs qui sont indispensables, tu vois. Et au début, moi, je l'utilisais pas, mais c'est plus quand j'étais en mode un peu mindset que j'ai vu, mais j'ai regardé devant moi, mais c'est quoi les opportunités? Là, je vois ticket CESU. Maman, renvoie-moi tous les tickets CESU. Je vois des bails de date de péremption. Je suis là, ah ouais, non. Là, on vient de perdre genre 500 €, tu vois. C'est l'État qui donne. Ouais, bien sûr. C'est ça. Ou même en Ile-de-France, je sais pas si tu vois la NPE. Ça me dit quelque chose. La NPE, tu sais, c'est en mode. C'est une sorte d'établissement qui accompagne les jeunes jusqu'à 25 ans, de 16-25 ans. Et genre, on va dire, c'est un peu du pôle emploi pour les jeunes. C'est-à-dire qu'ils te mettent des ordinateurs à disposition, tu peux imprimer gratuitement. Ok. Alors que frère, si t'as pas d'argent, les imprimeries, tu vois, c'est 50 centimes. Mais si tu les as pas, tu les as pas. Ah tu bah vois. oui, bah oui, oui. C'est-à-dire, en vrai, non, la France, il y a tellement de choses, mais c'est juste que les gens, ils les utilisent pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, mais la France, c'est un pays, en vrai, de vrai, c'est un pays rempli d'opportunités. Ouais. Après, c'est qui tout double. Parce que des fois, je dis aussi souvent, il y a tellement d'opportunités que ça crée des fainéants. Ouais, aussi. Tu captes aussi, parce qu'on est, on est aussi un pays de grands assistés. Ouais. Tu captes, genre, les gens, ils savent que 25 ans, j'ai mon RSA, j'ai mon CIS. Ça veut dire, il y a des gens qui en abusent, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à se plaindre, on est bien aidé, tu vois. Après, c'est vrai qu'une fois que tu commences à faire de l'argent, bon, là, en fait, mais après, en fait, le truc, c'est qu'ils aident énormément, mais en fait, je pense, la balance, elle est mal répartie. Parce qu'ils aident énormément, mais ils taxent sur des gens qui réussissent énormément aussi. Ouais. Du coup, les gens qui réussissent énormément, après, comme nous, par exemple, on veut s'expatrier. Tu vois, on veut s'expatrier parce que tu te retrouves à devoir donner presque 45% de ce que tu fais à des gens qui font rien. Donc après, là, je te dis ça, mais moi aussi, j'ai profité du système en vrai. Mais en vrai, c'est jeu. En vrai, tu profites du système. Après, c'est jeu, c'est triste, mais c'est jeu. Hein. Tant qu'il y a des règles et que tu ne dépasses pas les règles, c'est comme. C'est des règles. C'est comme les gens qui vont dire on fait de l'optimisation fiscale. C'est de l'optimisation. Tu joues avec les règles du jeu. Il y a des jeux, tant qu'on ne sort pas du cadre, c'est les règles, tu vois. Après, est-ce que c'est moral ou immoral? Ça, c'est un autre truc, c'est un autre débat. Mais est-ce que c'est légal ou pas? C'est légal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, franchement, on peut que dire merci. Moi, je dis merci à la France, en vrai, par rapport à tout. Merci, vraiment. Merci pour tout. On a donné aussi les impôts, vous inquiétez pas, avant de partir. Et voilà, tranquille, tu vois. Donc, mais en vrai, moi, j'ai une question. Ouais. Du coup, à ce moment-là, est-ce que quand tu faisais tes études, tu as toujours su que tu deviendrais entrepreneur? C'était comment? Ça, c'est une bonne question. En vrai, honnêtement, non, tu vois. Je pense que, en fait, j'ai jamais eu la pensée, on va dire, de dire oui, à 13 ans, je vais devenir entrepreneur, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça. Honnêtement, non. Mais en fait, j'ai fait du business sans m'en rendre compte. Tu vois, comme on le disait un petit peu avant. Par exemple, à l'ancienne, tu vois, je jouais à FIFA. Et dès lors que j'avais, par exemple, beaucoup de crédit, parce que je passais énormément de temps à jouer tout ça, en fait, je revendais ça sur des sites en ligne, tu vois. On essayait toujours un peu de faire des petites magouilles, tu vois. Bien sûr. Il y avait FIFA. Après, il y avait d'autres jeux en ligne. Après, là, c'est trop ancien. Je ne sais pas ceux qui connaissent. Genre, CA Fight, c'est un jeu de bateau. Il y avait Urban Rival, c'est un jeu de cartes. Et tu vois, tu t'investis énormément de temps. Et il y a des gens sur Internet qui veulent acheter le temps que tu mets avec les crédits que tu as, tu vois. Donc, déjà, comme ça, en fait, j'ai gagné de l'argent, mais sans m'en rendre compte. Et après, autour des 15-16 ans, je me souviens sur YouTube, je ne sais pas si tu connais, tu vois un peu les chaînes qui font des highlights foot. Ouais, bien sûr. Ouais, je ne sais pas si tu connais Alio Top, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Non. Alio Top, en fait, c'est une chaîne qui avait bien percé à l'ancienne. Après, ils se sont fait supprimer leur chaîne YouTube, je crois. Parce que justement, ils utilisaient les vidéos de matchs et tout. Au final, ils n'avaient pas le droit, tu vois. Et moi, quand je vois ça, parce qu'à l'époque, justement, j'étais un peu matrixé par le foot. Et je me dis, mais en vrai, ces vidéos-là, elles matrixent tout le monde, ça fait des millions de vues. Mais en vrai, ils font rien de spécial. Juste, ils reprennent les vidéos qui ont bien marché et ils mettent ça, ils mettent de la musique, tu vois. Parce que quand tu vois les dribbles de Neymar avec de la musique de fou, tu vois, ça matrixe de fou les gens, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Tu vois, c'est là où je me suis dit, mais il n'y a même pas de truc entrepreneur, c'est juste naturellement, tu as des idées et tu vois qu'il y a quelque chose à faire. Et au final, j'avais créé la chaîne YouTube, mais au final, je n'ai jamais fait. Et après, voilà, de fil en aiguille, en parallèle, j'étais en première, j'étais en STI2D. Je t'avais dit STI2D parce que je voulais être architecte.
Après, quand je te dis que je voulais être architecte, c'était pas une décision qui était réfléchie, tu vois. C'est en mode, ton oncle il est architecte et tu veux faire la même. Tu sais même pas ce que c'est. Tu sais pas si tu vas devoir faire des bails comme ça ou ça sera des, tu vois. Ouais, je sais pas. Tu sais pas. Je connais trop de gens, genre ils disent ouais, je vais être juriste, je vais être ça, mais ils savent même pas ce que c'est. Après, le pire, nous aussi, dans nos familles, là, Ouais. les darons, ils aiment trop t'imposer des métiers C'est aussi, ça. tu vois, c'est la fierté. Moi, tu vois, genre, ma mère, quand j'étais petit, tu vois, moi, j'ai été malade. En gros, j'ai eu un cancer et tout, bref. Et en gros, ma daronne, et c'est ma maladie qui a fait qu'après, elle a envie de devenir aide-soignante. Vu qu'elle a vu ça dans les hôpitaux et tout. Bref, elle me disait, tu vas devenir médecin. Ça veut dire, toute ma vie, on me disait, tu vas faire quoi plus tard? Ouais, je serai médecin. Ouais, c'est ça. Et je suis capte. En gros, ils t'imposent des métiers. Après, à partir du lycée, quand j'ai vu que j'ai pas été en S, déjà pour faire médecine, il faut aller en S. Bah ouais. Donc à ce moment-là, boum, déjà, je disais, bon, je vais plus devenir médecin, mais t'inquiète, maman, je vais devenir comptable. Tu les connais, ça donne des métiers au pif. C'est ça, c'est ça. Tu sais même pas c'est quoi la réalité d'un comptable. Et je donnais des métiers comme ça. Elle disait, ah, tu veux devenir comptable maintenant? Bon, c'est bon alors. Ouais, c'est ça. Non, ça fait trop rire, ça. Et ouais, mais en vrai, maintenant, j'ai beaucoup plus de respect pour ceux qui font des bacs pro. Ouais. En vrai. Parce qu'en gros, on se moquait souvent quand on était petit parce que les gens qui étaient en général, etc., on se moquait souvent des gens. Ah ouais, putain, il est en STMG. Ou ah ouais, putain, il est en bac pro. Ah ouais, BEP vente, oh, miskin. Tu vois. Alors qu'en vrai, de vrai, c'est mieux. Parce que c'est l'endroit où tu apprends un métier. C'est ça. Donc directement, tu es dans la réalité du métier. Alors que moi, personnellement, je suis pas là pour cracher sur des diplômes généraux, mais tu n'apprends rien de concret. Non, et du coup, j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont fait des prépas, des bacs plus 5 trucs. Ils se retrouvent à dire, mais en fait, j'aime pas le taf. Ouais, ils le font pour le faire. Et au final, non, moi j'ai vu des gens, même ils se réorientent. Tu vois. Donc au final, tu as attendu d'avoir 23 ans pour savoir ce que tu voulais pas faire. Pour moi, je trouve ça tard. Ouais. Tu vois, je trouve ça vraiment très, très tard. Je pense même que les enfants à l'école, ils devraient apprendre plus vite des métiers au lieu d'apprendre que, bon, c'est bien la culture G, c'est important, mais ils devraient rentrer plus vite dans le vif du sujet. Ouais, complètement. Mais j'avais vu, l'État français il voulait baisser l'âge minimal de l'alternance pour que les gens ils puissent commencer plus tôt justement par rapport à ça. Pour moi, c'est trop important. Ça peut être pas mal, ouais, franchement. C'est trop important parce que, frérot, genre, toi, tu as fait un BTS MUC. Tu vois, c'est genre, en vrai, j'ai l'impression que du bac plus 1 au bac plus 4, tu apprends la même chose. C'est ça. Tous les ans, et en plus, j'ai fait un BTS MUC. Après, j'ai fait un bachelor commerce international. Et après, j'ai fait mon master marketing. Bref, chaque année, on nous parlait des 4P. Ouais. 4P. Je dis, mais... Donc, on paye des écoles pour qu'ils nous apprennent. Ça veut dire, en vrai, je trouve des fois, quand c'est trop général, t'en apprends plus en alternance sur toi-même et sur ce que tu veux faire dans la vie qu'en cours. En fait, il n'y a rien de mieux que la réalité du terrain. En vrai, toi, tu es un expert en digital. Tu n'as pas appris ça en cours. Non. Il n'y a rien de mieux que apprendre des stratégies, la pratique, tu vois. Mais c'est ça, comme tu disais, les bacs pro et tout, au moins, eux, ils sont directement confrontés à la réalité et tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Alors que si tu es confronté à rien, tu sais pas. Tu sais pas, en fait. C'est à des 25 ans de ça que tu réalises. Tu apprends des matières et tu dis oui, je veux faire ça plus tard. Mais en vrai, de vrai, par exemple, toi, tu dis architecte. Mais je pense qu'il t'aurait aidé à savoir si tu veux devenir architecte, c'est peut-être faire un mois dans l'entreprise. Voilà, juste un mois. Un mois où tu restes avec le mec. Et là, tu aurais vu son métier. Tu aurais dit, mais jamais de ma vie, je vais faire ça. Et tu aurais peut-être gagné 3 ans. Tu captes? Avec un mois de stage. Ça veut dire, moi, je trouve vraiment que le système scolaire, il n'est pas vraiment hyper bien adapté à la jeunesse, tu captes. Après, c'est mon opinion. Ouais, complètement. Mais donc, toi aussi, tu as fait un BTS MUC alors? Ouais, j'ai fait un BTS MUC. J'étais perdu, en vrai. J'étais perdu, donc j'ai fait un... En vrai, de base, moi, j'avais sauté une classe. J'avais sauté une classe. C'était quelle classe La grande maternelle. C'est la classe vraiment qui sert à rien. Et en plus, à cet âge-là, en gros, bref, je savais déjà... Bref, en gros, bon, je vais pas dire que j'étais surdoué, mais bref, je savais déjà mes tables de multiplication et tout. Ça veut dire en gros, parce qu'en gros, à l'époque, bref, mon grand frère était en CE2. Lui, c'est la classe où tu apprends les tables de multiplication. Ça veut dire quand ma daronne, elle faisait réciter, moi, en même temps, je mémorisais. Tu captes? Ça veut dire un jour, j'arrive à l'école, j'ai dit 2 fois 1, 2, 2. Ils disent, ouais. Comment ils connaissent tout ça? Boum, ils m'ont mis direct en CP. Ah ouais? Ouais, ils m'ont mis direct en CP. Bref, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu mon bac tôt, à 17 ans. Du coup, j'ai été à la fac. Et je pense que j'étais trop immature pour aller à la fac parce que tu sais, la fac, tu es livré à toi-même. Clairement. Tu es livré à toi-même, le prof, il te connaît même pas. Tu es dans des amphis qui sont géants.
Et du coup, c'est là où j'ai commencé un peu à partir en couille. En vrai, j'avais 17 ans, j'avais mon premier appart. Genre, j'ai quitté chez moi, je suis parti faire mes études à Lille. Et tu as 17 ans, tu vas en cours quand tu veux. T'avais une bourse Ouais, j'avais la bourse, ouais. Hein, tu connais, échelon 6, 360. Ouais. Ouais, tu vois, j'avais la bourse. Et c'est là où je me suis retrouvé. Franchement, c'est là où j'ai eu peut-être les 3-4 années de flottement dans ma vie. Ok. Où franchement, j'ai passé mon temps à fumer. J'ai commencé à fumer. En fait, tu es en roue libre. Bah oui. Tu as 17 ans, tu es dans un appart tout seul. C'est pour ça que moi, limite, j'aimerais bien qu'un jour on remette le débat pour mettre ta majorité à 21 ans. Parce qu'en vrai, 18 ans, tu crois que tu es un adulte, jeune, mais tu es un bébé. Ouais. Ça veut dire, moi, je me dis, c'est bon, ça y est, j'aurai 18 ans dans 6 mois, je suis un adulte. Parce que toute ta vie, on dit que 18 ans, tu es majeur. 18 ans, tu es encore un enfant, en vrai. Tu vois, et ça veut dire, j'ai été livré à moi-même à 17 ans. C'est là où je suis parti en couille. J'ai redoublé 2 fois ma première année de fac. Genre, tellement, j'allais jamais, je redoublais, je fumais, j'étais tout le temps défoncé et tout, bref. Et à partir de ce moment-là, ma daronne, elle m'a repris en main. Elle m'a dit, reviens vivre à la maison parce que là, frère, tu étais intelligent à l'école, tu avais des bons, depuis que tu es tout seul, tu fais n'importe quoi. Et là, je suis reparti en BTS MUC. Et le BTS, tu retournes dans un lycée. Ouais. Tu vois? Donc là, c'est cadré. Là, c'est cadré, tu as des absences. Quand tu n'es pas là, on t'appelle, tu arrives 1 heure après. En fait, j'avais encore besoin de ce suivi. Et là, après, j'ai refait un BTS. Et là, j'ai enchaîné BTS, bachelor, jusqu'à arriver au master. Ok, d'accord. Mais moi, personnellement, il y a des gens qui s'en sortent en licence. Mais moi, personnellement, c'était trop... Enfin, la fac, c'était trop libre. Et j'étais vraiment quelqu'un où j'avais besoin qu'on me mette des barrières. J'ai mis du temps avant de réussir à m'auto-discipliner. Je sais pas pour toi si tu es discipliné dans ta vie de tous les jours. Mais moi, franchement, c'est un de mes plus gros défauts. C'est que j'ai pas d'autodiscipline. Et c'est vraiment le point sur lequel, d'ailleurs, j'ai décidé de travailler cette année. Mais genre, toute ma vie, j'ai toujours eu besoin qu'on me cadre. Tu vois. Ouais, complètement. Ben, par rapport à ça, ce que tu dis, même au niveau de la fac, moi, en vrai, je suis d'accord parce que, en vrai, surtout quand tu viens de quartier, tout ça, déjà que la fac, tu es les salaires libres. Et en plus, si tu viens d'une famille un peu compliquée, ben, même à la maison, tu es les salaires libres. C'est-à-dire que, en vrai, c'est très difficile pour un humain de manière globale de faire les choses carrées sans qu'il y ait une contrainte derrière ou une pression derrière. Il faut dire la vérité, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Même encore aujourd'hui, sur certaines facettes de nos vies, s'il n'y a personne qui nous met la pression, tu vas pas le faire. Moi, je te dis, c'est pour ça d'ailleurs j'ai pris un coach sportif, tu vois. Parce que souvent, tu vois, dans le business, on est tous en mode, moi, je ne vais pas rendre de compte aux gens, je gagne de l'argent sans rendre des comptes. Mais je pense quand même, dans la vie, c'est bien où tu puisses rendre des comptes à des gens dans certaines facettes où tu vois que tu es en difficulté. Bien sûr. Moi, je sais que le sport, là, aujourd'hui, j'ai un coach. Sans lui, honnêtement, la moitié des séances, je ne les ferais pas. Et même l'intensité qu'on met, ça ne serait pas pareil, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est ça. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que chacun a ses forces et ses faiblesses. C'est ça. Donc, si tu vois que tu as des faiblesses sur un truc, bah, tu penches la balance. Moi, je sais que dans le travail, je suis quelqu'un de pas trop rigoureux. Genre, vu que j'ai toujours eu certaines facilités, bah, je fournis le minimum. J'ai pris des associés maintenant qui sont hyper rigoureux. Donc, hop, dès que je fais pas un truc, Marcus, tu dois faire ça. Là, oublie pas, il y a un live. Oublie pas, oublie pas ce truc. Et c'est bien, en fait, parce que ça contrebalance. Tu vois, j'avais zéro autodiscipline. C'est vraiment sur le truc, genre, les gens, je suis connu. Et même, en vrai, même sur mes bulletins de notes à l'époque et tout, c'était manque de rigueur. N'est pas rigoureux. Je pouvais avoir genre 16 de moyenne au premier trimestre en maths et le deuxième trimestre, parce que le prof il m'a fait une phase où même j'ai même plus envie, je te lâche un 8. Tu vois, j'ai toujours eu des up and down comme ça dans tout ce que je fais, manque de rigueur. Et du coup, ben, il y a 2 solutions. Soit tu t'associes avec des gens qui ont, toi, ta force, enfin, toi, ta faiblesse, c'est leur force, et vice-versa. Du coup, moi, j'ai décidé de m'associer avec des gens rigoureux, vu que moi, je ne le suis pas. Ouais, complètement. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses Tu vois, par exemple, les gens, ils aiment bien, on va dire, parler de la vie de manière facile. En mode, si tu vas à l'école, tu as juste à travailler. Si tu vas à la salle, tu as juste à y aller. Si tu fais ça, tu as juste à faire ça. Genre, qu'est-ce que tu en penses, tu vois, notamment pour les personnes qui viennent de quartier. Est-ce que tu penses que la vie, c'est si facile que ça? Genre, tu as juste à savoir qu'il faut faire quelque chose pour le faire. Je pense que oui. La vie, c'est... En fait, je pense pour moi, le hack de la vie, c'est avoir des bonnes informations. Ok. Tu captes? Avoir des bonnes informations au bon moment. Tu vois pourquoi les gens d'en haut, ils restent en haut? Parce qu'ils ont des informations que nous, on ne sait pas. Tu vois? Et je pense que peut-être le problème des gens de quartier, des gens qui viennent de là d'où on vient, peut-être qu'ils ont un manque d'accès aux informations. Tu captes? Et c'est comme on dit, si 5 personnes autour de toi fument,
tu vas devenir le sixième. Si 5 personnes vont à la salle, tu seras le sixième. Si 5 personnes volent, tu seras le sixième voleur. Et peut-être qu'il y a un manque d'encadrement qui fait que les gens n'ont pas les bonnes informations. Ou même quand ils les ont, comme c'est des gens qui ne sont pas dans leur entourage, ils n'y croient pas. Ok, ouais, bah oui, c'est ça. Moi, quand je voyais des gens sur YouTube, vu qu'il n'y avait personne dans mon entourage qui le faisait, je disais, mais ça doit être faux, ça. Bah oui. C'est impossible. Et c'est une question qui me fait rire, mais à chaque fois qu'il y a des gens que je rencontre quelqu'un, bah, la personne de son entourage dit, ah, t'as vu Marcus, il fait vraiment il fait vraiment d'argent, lui, ou pas? Genre, ou c'est un menteur. Les gens n'y croient pas, en fait. Et c'est normal. Quand t'as personne de ton entourage qui le fait, pourquoi tu vas croire un mec sur YouTube? C'est ça. En vrai, c'est totalement normal. Mais je pense, s'ils avaient un peu plus accès à certaines informations, ou s'il y avait beaucoup plus de personnes comme eux qui le faisaient, peut-être que ça leur donnerait envie de le faire. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a donné l'envie de le faire. Tu vois, de me dire, ça va peut-être motiver plus de gens comme moi à le faire. Ouais, complètement. Ben ouais, comme tu dis, et même l'aspect, le fait qu'on ait en plus des Renois, je pense que ça peut aussi motiver une certaine catégorie de personnes. Parce qu'en vrai, même sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de Renois de manière globale, je le trouve. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et après, en plus, ouais, je suis d'accord avec toi. Et dans le business, c'est triste à dire, mais dans la vie de tous les jours, tu suis plus ou moins des gens qui te ressemblent. C'est ça, en fait. Mais en vrai, il y a la ressemblance physique, mais après, il y a aussi la ressemblance en termes de mental. Bien sûr. Genre, mais tu suis les gens qui te ressemblent. Et c'est vrai que moi, j'avais ce problème-là face à certains youtubeurs. Genre, je les entendais parler et tout. Franchement, je suivais vraiment parce que j'avais besoin d'infos. Mais ça me faisait chier. Parce qu'il y a aussi un truc où c'est comme ça t'est déjà arrivé. Genre, d'une année à l'autre, tu peux avoir une meilleure note dans une certaine matière parce que tu captes mieux la vibe du professeur. Il t'explique mieux. Genre, ça m'était arrivé, moi, d'une année à l'autre, j'avais explosé en espagnol. Putain, la prof, elle était trop jolie. C'est-à-dire, cette année-là, le feeling y était. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui t'apprend, c'est aussi déterminant sur les résultats que tu vas avoir. Tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, sur YouTube, il manque un truc. Tu vois, je me suis dit, sur YouTube, il manque un truc. Et sans prétention, je me suis dit, ce truc-là, je vais le ramener. Je vais apprendre des choses à ma manière. Parce qu'en vrai de vrai, on ne s'est pas lancé sur... Enfin, moi, personnellement, je ne me suis pas lancé sur YouTube pour me mettre en costard, faire le mec, tu vois, faire le mec sérieux, corporate. On n'est pas là pour ça. Si personnellement, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est plus pour mettre de costard. Moi, perso, c'était l'objectif. Genre, quand j'allais faire des entretiens pour les entreprises, je mettais des costards. Donc déjà, moi, je me suis dit, maintenant, ça y est, tu es entrepreneur, tu taffes de la maison, tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Si tu veux rigoler dans une vidéo, tu rigoles. Le plus important, c'est de faire ton taf. Du coup, c'est la vibe que j'ai en ce moment. Par rapport au costard, j'ai une anecdote. Tu vois, tu sais, moi, je t'en ai à Subway. Et tu sais, Subway, tu connais, on a des costumes un peu, en plus, t'es vert et jaune, tu vois, donc t'es bien fluo, tout ça. Donc les gens, ils te voient bien. Et même quand tu sors du taf, tu sens le poisson, tout ça, tu vois, donc c'est chaud. En plus, des fois, tu vas directement à la salle, donc tu vois, c'est... c'est chaud. Après, tu vois, quand même, c'est vrai que parfois, quand j'allais à Subway, je voyais des gens en costard. Je me dis, en vrai, ce serait stylé d'aller au taf en costard. Tu sais, en mode d'être genre bien habillé, tu vois. Bien sûr. D'être bien habillé, tu vois, ça doit être stylé d'aller au taf bien habillé. Ça, c'était à l'époque. Et après, j'étais parti en banque. Et là, j'ai une phase où, vas-y, j'étais content, tu vois. Mais ça a duré 2 semaines. En mode, voilà, tu vas en costard, tout ça, tu vois. Non, après, tu vois que c'est de la douille. C'est ça. En fait, au début, t'es content. Honnêtement, même moi, je voyais, en plus, moi, je suis matrixé par Power. On mettra la miniature. Mais ça veut dire, moi, au début, je voulais mettre des costards et tout. Mais moi, j'ai vraiment fait Après, peut-être, j'ai fait un blocage. Mais en fait, j'en ai tellement mis l'année là où je cherchais une alternance que ça m'a dégoûté. Genre, j'en ai tellement mis et on me prenait pas et tout que genre je me suis dit vas-y, maintenant je m'habille comme je veux. Genre ça me fait trop rire. Genre maintenant, genre il y a une anecdote, mais moi ça me fait rire. Genre parce que maintenant on a pris des locaux, je suis avec un associé avec qui on taffe et tout. Et genre ça me fait trop rire quand je vais au bureau en jogging et en claquettes. Tu captes? Parce que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Genre j'ai des employés, j'ai des locaux. On fait plusieurs millions à l'année, mais je vais au bureau en jogging et en claquettes. C'est ça. Il y a quoi maintenant? Non, tu captes, mais ça fait du bien en vrai de se sentir libre. C'est ça. En fait, c'est vraiment de se sentir libre, de faire ce que tu veux. Et c'est le but d'une vie en vrai. Pour moi, tout le monde pourrait devoir être libre et faire ce qu'il aime. Tu vois, parce que malheureusement, j'ai l'impression que dans la société où on est, il y a trop de codes.
Ouais, Et si tu sors des codes, tu es quelqu'un de bizarre. Ouais. Alors que non, tu vois, genre pour moi, tout le monde devrait avoir une passion et devrait pouvoir vivre de ce qu'il aime, tu vois. Ouais. Et sur la partie entrepreneuriat, tu penses que c'est quelque chose d'inné chez les gens ou ça peut s'apprendre? C'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. Moi, personnellement, je pense que c'est inné pour certaines personnes, mais ça se travaille. Ok. Et genre, pour moi, c'est inné et ça se travaille. Moi, par exemple, je pense que c'était inné. J'étais une personne, j'ai toujours trouvé des solutions. Des fois, c'était dans l'illégal quand j'étais plus jeune. Et en grandissant, je me suis mis dans des choses très propres, très clean. Mais c'était inné. J'étais une personne, si j'ai pas, je vais chercher. Je trouve des solutions. J'ai toujours été déterminé. Par contre, il y a d'autres personnes, c'est pas vraiment inné, tu vois. Mais ça se travaille. Pour moi, c'est du mindset en vrai de vrai. Parce qu'il y a une grosse partie du business, enfin même 95% du business, c'est le mindset. C'est ça. Donc pour moi, ça se travaille. Mais effectivement, tu as des gens, ils ont plus de facilité que d'autres. Ils ont plus de facilité que d'autres. Et c'est là où je suis même reconnaissant d'en avoir galéré dans ma vie. Parce que je vois beaucoup de gens qui étaient en école de commerce, c'était des petits-fils à papa, où les parents leur ont tout donné. Bah, malheureusement, quand tu as tout donné dans la vie, bah, au moment où tu dois arriver, au moment où on dit allez, vole de tes propres ailes, bah, tu ne sais pas voler. C'est là, ça s'écrase. Et moi, bah, je suis bien. Franchement, je l'ai mal vécu quand j'étais jeune, mais à l'heure actuelle, en tant qu'adulte, je suis trop content d'avoir galéré dans ma vie. Ouais. Parce que ça m'a vraiment donné la force de caractère que j'ai actuellement, où je suis quelqu'un qui persévère, qui lâche pas, qui trouve toujours des solutions. Parce que j'ai grandi dans ça, en fait. Ouais. Bah, je vais rebondir après là sur ce que tu as dit. Mais ouais, personnellement, sur la partie entrepreneur, je pense aussi que c'est inné. En fait, je pense que la plupart des gens que je connais, même toi, comme tu disais, dès 15 ans, tu mettais en place des trucs. En fait, j'ai l'impression, là, tous les entrepreneurs que je connais, genre à des 12, 13, 14 ans, ils étaient déjà en mode à faire des trucs, tu vois, en mode naturel, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce truc-là, c'est soit tu l'as pas, tu vois. Ça, tu peux pas tricher sur ça. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, tous les gens que je connais, c'est que ça passe par les jeux vidéo, que ça passe par, comme tu dis, les fêtes ou tout ce que tu veux. J'ai l'impression qu'il y a un truc, je sais pas c'est quoi le nom de ce truc-là, mais il y a des gens, j'ai l'impression, tous les gens que je connais, en tout cas, c'est tout ça, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans le business qui sont riches, c'était des débrouillards de nature. Ouais. C'est vrai que c'est des débrouillards de nature, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, quand tu me dis ça. Je suis d'accord avec toi. Tous étaient des gens qui se débrouillaient. Mais ouais, je pense que ça s'apprend quand même. Ça s'apprend, ouais. Ça s'apprend quand même parce que j'ai vu des cas de certaines personnes. En fait, je pense ton niveau de débrouillardise va faire le niveau de richesse que tu vas atteindre. Ok. Tu captes? Ouais. Donc, tu peux devenir entrepreneur si ce n'est pas inné, mais ça se trouve, tu vas être un entrepreneur qui va faire 10, 15, 20. Et ça va te satisfaire. Tu es tranquille, tu fais. Et tu as des mecs hyper déterminés où faire 15, 20 par mois, ça ne leur va pas. Et ils vont toujours être à la recherche du plus. Mais pour moi, je pense, faire 10, 15 000 euros par mois, tout le monde peut le faire. Ouais, ça, ouais. Tu vois, avec des opportunités comme le e-commerce, que tu apprends très bien d'ailleurs sur ta chaîne. Toi aussi. Hein. Ouais, merci. Bah, je trouve que de nos jours, tout le monde peut faire 10, 15 000, 20 000 par mois. Par contre, pour aller chercher du 6 chiffres, il faut un minimum de mindset. Ok. Je peux pas. Là, je suis d'accord avec toi. Je connais personne qui fait 6 chiffres par mois qui n'a pas de mindset. Ouais. Tu captes? Par contre, je connais des gens qui font 10 000 euros par mois et voilà, genre, niveau mindset, c'est. Ouais, ils sont normaux. Ils sont normaux. Ouais. C'est juste des mecs qui sont dans la bonne activité, C'est qui marchent bien. Et ils n'auront jamais le mindset pour aller chercher des 6, 7 chiffres. Donc, vraiment, ça dépend. Ouais. Ouais. Mais ouais, je rebondis sur ce que tu disais, où tu parlais que quand tu étais pauvre, ça t'a vraiment forgé. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui d'avoir ces résultats-là et tout. Et moi aussi, en vrai, ça m'a forgé, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, tu vois, je trouve, après, tu me diras un petit peu ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire sur les réseaux, oui, être pauvre, c'est une chance. En fait, pour moi, c'est une chance seulement si tu deviens riche après, tu vois. En fait, c'est stylé de passer de pauvre à riche. Mais en fait, si tu es pauvre et tu restes pauvre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis d'accord avec toi à 2000% en vrai. Je le vois dans les gens de mon entourage. En vrai de vrai, tous mes potes avec qui, honnêtement, la dernière fois, je regardais une photo avec mes potes à moi avec qui je traînais. On était 7. Je suis le seul qui n'a pas fait de prison. Ouais. Tu captes? Ouais. Donc, moi, je me sens même comme un miraculé en vrai de vrai. Donc, oui, c'est vrai que c'est facile à dire. Oui, être pauvre, c'est une chance. Non, je suis d'accord avec toi. Frère. C'est une chance quand c'est même une malédiction. Bah oui. Tu vois, c'est une chance quand tu réussis. Parce qu'en vrai, quand tu n'as vraiment pas d'argent, il y a trop de manières de tomber dans l'argent facile. Tu captes? Moi, je suis bien placé pour le dire. J'ai mon grand frère, il a fait de la prison encore et encore. Il est sorti là, il y a moins d'1 an. Tu captes? Il a fait plus de 2 ans et demi de prison. Donc, j'ai vu, moi, sous mes yeux, le contre-exemple. Et je pense même que si j'en suis là,
c'est vraiment grâce à lui. Dans le sens où j'ai eu un contre-exemple sous les yeux. Du coup, quand il allait à droite, c'est comme si je voyais qu'il se prenait un mur. Je disais, OK, bon, je fais pas ça, je vais à gauche. Tu captes, parce qu'il testait, il avait 4 ans de plus que moi, il testait tout avant moi. Mais je pense que si je l'avais pas eu, je pense que je serais tombé dans la facilité. Déjà, je suis tombé dedans à un certain moment, mais j'ai vite arrêté quand je voyais les résultats que lui faisait. Tu captes? Et je suis d'accord avec toi, en vrai, c'est une chance, mais pas tant que ça. En vrai. Pas tant que ça. Et je pense même, pour rebondir vraiment sur ce que tu dis, moi, c'est un truc qui m'a fait un déclic. C'est j'ai fait un bac ES et genre en première, tu sais, genre en première ES, il parlait genre des CSP, catégories socio-professionnelles. Et ça m'a marqué avec quelle facilité ils viennent, ils t'expliquent que alors 80% des enfants de cadre finissent cadre. C'est ça, 50% des enfants d'ouvriers finissent ouvriers et 30% finissent. En gros, ils parlaient de ça comme si on était juste des chiffres. Et moi, déjà, à cette époque-là, je regardais les gens autour de moi. Et en gros, c'est comme si tu entends ça et tu dis, en vrai, mon destin, il est déjà scellé. C'est ça. Tu captes? Et c'est là où les petits déclics, ils ont commencé à se dire, mais moi, je vais pas être qu'un simple chiffre. Même mes parents, ils ont pas fait, ben moi, je vais faire. C'est ça. Tu captes? Mais il y en a plein, c'est triste à dire, mais ils finissent dans la catégorie socio-professionnelle dans laquelle ils sont nés. Oui, la grande majorité. La grande majorité. C'est dommage. C'est bien qu'on évoque ça parce que moi, honnêtement, je dirais pas qu'être pauvre, c'est une chance. Moi, comme je dis, c'est seulement stylé si tu deviens riche. Mais frère, si tu es pauvre, c'est dur, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir le mindset justement pour ne pas se plaindre, etc. Et se dire, OK, même si je fais un pas, c'est déjà un pas. Si j'en fais deux, j'en fais deux. Et si tu peux en faire 100, t'en fais 100. Pour moi, l'objectif de chaque personne qui s'estime être pauvre, c'est essayer de faire en sorte de changer de catégorie professionnelle. Tu vois, même si ce n'est pas tout le monde qui divise de faire 10 000 euros par mois ou être millionnaire, etc. Mais essayer au moins de faire un pas de plus. Et voilà, tes parents, moi personnellement, mes parents, ils sont venus d'Afrique et tout. Et à chaque fois, par exemple, quand tu ramenais des mauvais bulletins, ils disaient, ouais, t'es pas venu pour rien. Ou en mode, on n'est pas venu pour rien plutôt. Et ça disait des bails de. Après, bon, ça disait des trucs, ouais, t'es pas ici pour être éboueur, tu vois. Après, je sais pas si les gens vont polémiquer par rapport à ça, mais. Genre, si tu veux être éboueur, il fallait rester au Congo dans ce cas-là. Tu vois. Les parents, ils veulent vraiment que tu puisses progresser. Tu vois. Non, mais c'est vraiment ça l'objectif. Et je suis d'accord avec toi par rapport aux phrases de tes darons. On les a tous entendus, ce type de phrases. Mais moi, je pense, et à toi de me dire si tu es d'accord, et c'est pour ça que j'adore le digital. Depuis qu'il y a le digital en place, ça a vraiment remis en route l'ascenseur social. Ouais, clairement. Tu captes? Parce qu'avant, l'ascenseur social, il était bloqué. C'était, tu viens, tu respectes ta catégorie CSP et tu t'es voué à rester dedans. Avec le digital, c'est terminé. Je vois des monteurs au Bénin qui font des 10 000 euros par mois. Tu as des mecs comme moi ou comme toi qui sont devenus millionnaires sur Internet. En gros, pour moi, maintenant, avec tous les business en ligne, tu peux plus remettre la faute sur la société. Ouais, clairement. C'est fini. Avant, tu pouvais. Genre vraiment, avant, tu pouvais dire oui, mais j'ai eu un master et j'ai jamais trouvé de travail. Du coup, non. Il y a des gens, ils peuvent le dire. Mais là, maintenant, actuellement, avec le digital, il n'y a plus d'excuses. Il y a encore de la discrimination, mais c'est plus possible de se cacher derrière ça. C'est plus possible. C'est plus possible. Il y a tellement d'opportunités. Genre, tu peux faire du e-commerce, tu peux faire du SMMA, tu peux devenir closer, tu peux devenir monteur, tu peux devenir copywriter, tu peux avoir une agence de web design. Genre, il y a énormément de solutions où il n'y a pas de question de couleur de peau. Donc, moi, je suis d'accord avec toi où il y a du racisme, il y a de la discrimination, il y a effectivement l'égalité des chances qui est pas forcément la même partout. Mais bon, de toute façon, il y a deux solutions. Soit tu trouves une solution, soit tu pleures. C'est ça. Tu casses? On a choisi notre camp. On a choisi notre camp, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur. Genre mentalement, je te dis, moi, c'est vrai que c'était dur. Enfin, tu dis, c'est injuste. Pourquoi lui, il trouve une alternance parce que c'est le pote de papa? Pourquoi lui, il va en école de commerce et moi, je dois aller à la fac? Pourquoi lui, il rentre en boîte, il est habillé comme moi, mais on dit ma tenue, elle n'est pas correcte? Pourquoi? Genre, c'est vrai que c'est injuste. Genre, vraiment, il y a des moments où la vie, c'était injuste. Je passais mon temps à me lamenter sur mon sort. C'est normal aussi. En plus, à l'époque, je fumais beaucoup, donc je faisais rien. Tous les jours, je fume. Pourquoi? Puis un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, arrête de te demander pourquoi, trouve des solutions. C'est ça. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer toute ta vie? Ça va rien avancer la situation, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je me suis tiré les verres du nez, je me suis remis en route et boum, j'ai eu mon déclic et c'est parti. Ouais.
Mais tu sais, récemment, je sais plus c'était quand, non, c'était un post de Anthony Bourbon, il avait fait un post et il disait que il faut 7 générations, je sais pas si tu avais déjà entendu ça, pour passer de pauvre à moyen, genre, en termes de classe sociale. 7 générations, genre. Et tu vois, nous, on est dans le business en ligne, de l'e-commerce de manière globale. Frère, tu connais tellement de gens qui ont percé en mode pas en cette génération, tu vois. C'est pour dire que, comme tu as dit, en fait, être dans le monde digital, ça redistribue les cartes. Parce que là, c'est pas 7 générations pour passer de pauvre à moyen. Ah, bah oui. Là, c'est une seule. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que j'adore. Vraiment, c'est. Enfin, vraiment. Et c'est pour ça que je pense que toute ma vie, je travaillerai dans le digital. Bon, je vais faire quelques business physiques, j'en ai quelques-uns, mais genre. Le digital, c'est beau. Tu vois, c'est vraiment beau. Genre, il n'y a plus d'excuses. Tout le monde peut devenir tout le monde. Tu vois, il y a des influenceurs Renoir, Babtou, truc. Il n'y a plus de limites et plus d'excuses. Et tu as juste à chercher à trouver une solution. Complètement. Donc, ouais. Et sur la partie réseaux sociaux, genre, comment tu t'es dit naturellement que tu allais te lancer sur les réseaux? Parce que je ne sais pas si tu sais, mais certains gens de notre catégorie sociale, ils ont peur un petit peu de se montrer parce que tu vois, ils croient en certaines choses un peu spirituelles, tout ça. Je ne sais pas c'est quoi ton avis par rapport à ça. Honnêtement... Dubaï, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu es venu? Après, je ne sais pas si c'est la meilleure ville pour être heureux. Limite, tous les millionnaires et multimillionnaires que j'ai rencontrés, je les trouve beaucoup plus humbles que les gens qui gagnent 10K, 15K et qui habitent en France, en fait. Je préfère échouer qu'avoir des regrets. Mais j'ai vécu trop de fois le racisme dans ma vie. On est trop dans la division de ouais, moi je suis dans tel camp, toi tu es dans tel camp. Dès que j'ai eu de l'argent, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je fais carotte même 20 000 €. Ok. Et il me donne l'adresse du centre d'entraînement de Anthony Martial. J'ai fait une dinguerie en vrai. Prends cet argent-là, réinvestis-le. Fais d'autres business. Mais moi, c'est vrai qu'au tout début, ça m'a fait comprendre aussi que, tu vois, il n'y a pas que l'e-commerce en fait. Moi, je trouve ça dommage. En fait, je peux pas sauver tout le monde. Je dois te donner toutes mes stratégies là.